Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Ici Lionel Levac. Les progrès sont remarquables et les objectifs de la politique bioalimentaire 2018-2025 ont en général été atteints, même dépassés. La 5e rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire du Québec aura permis de faire le point à ce sujet et de vérifier que le secteur a amorcé une transition rapide vers de nouvelles pratiques, de nouveaux contextes sociaux et environnementaux, de même que de marché. J'étais de cette rencontre sur la politique bioalimentaire. Voici mon reportage. Dans les gestes et dans les discours, l'agroalimentaire ou le bioalimentaire, comme on dit de plus en plus, est devenu un secteur prioritaire. On ne pourra jamais plus négliger ce secteur, essentiel, comme le dit le premier ministre François Legault. Notre politique bioalimentaire 2018-2025 arrive bientôt à échéance. Donc, aujourd'hui, on veut mettre la table pour notre prochaine. On a besoin de vous autres, nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos transformateurs. C'est vous qui savez ce que ça prend pour mettre des aliments de qualité dans les assiettes des Québécois. Et le secteur bioalimentaire, c'est primordial pour notre économie. On compte sur votre expertise pour nous aider à identifier les priorités des prochaines années. On a déjà quelques pistes. Par exemple, on sait que c'est important de réduire la paperasse pour que vous puissiez passer plus de temps dans un champ puis moins dans le bureau. On veut vous aider parce que vous nous rendez fiers de produire nos propres aliments, d'occuper notre territoire, d'avoir des belles régions en santé. Donc, je veux vous dire merci pour votre travail. 3 jours après la rencontre sur la politique bioalimentaire, François Legault et son ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, confirmaient aux dirigeants de l'Union des producteurs agricoles la prise de diverses mesures d'allègement administratif et financier pour aider certains secteurs à reprendre leur souffle. Et cela a été bien reçu. Avant les annonces faites à l'UPA, je m'étais entretenu avec le ministre Lamontagne. Monsieur Lamontagne, on dit que ça va mal dans le secteur agricole. Ça va pas mal dans tous les secteurs. Bien, écoutez, on a eu des défis importants, puis on a encore des défis importants qui ont été causés par aussi les conditions climatiques, mais en même temps, toute la question des hausses des intrants, les taux d'intérêt, tout ça. Mais si on s'élève, honnêtement, comment notre secteur bioalimentaire est organisé au Québec, comment les gens sont investis, comment les gens travaillent. On a une capacité, on a une résilience, puis en bout de ligne, quand on regarde par en avant, puis juste aujourd'hui, ce qu'on a entendu, là, je veux dire, il y a beaucoup de positifs qui peuvent sortir de ça, là. Une chose sur laquelle tout le monde peut s'entendre, c'est que les lourdeurs administratives, la paperasse, les réglementations, etc. Oui, tout à fait. Puis écoutez, on s'y attaque. Je l'ai dit, j'en ai parlé devant les gens, c'était pas prévu, mais vu que j'en ai entendu parler quelques fois aujourd'hui, là, on est résolument engagé là, pour faire une différence significative en 2024 au niveau des producteurs et des productrices, là, au point de vue d'avoir un allègement réglementaire là, qui est certain, là. Le premier ministre Legault, votre patron, reçoit les gens de l'UPA. Dans quelques jours, vous serez de la rencontre? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, on va faire le point là, sur tout ce qui s'est passé depuis un an là, dans le secteur en fonction des différents défis, puis après ça, voir comment on peut être en accompagnement là, suite aux défis qui sont encore présents aujourd'hui. Toute dernière, la préparation de la prochaine version de la politique bioalimentaire du Québec. On peut en arriver à trouver des pistes intéressantes justement pour éviter des contextes comme ceux que vivent certains milieux agricoles actuellement. Bien, écoutez, on ne contrôle pas ce que des fois la mère nature nous envoie. On ne contrôle pas des fois ce que les marchés mondiaux génèrent comme choc chez nous. Mais ce qu'on contrôle, c'est comment on peut réagir et comment on peut agir face à ces situations-là. Puis plus au Québec, on va se parler, puis on va travailler en collaboration, puis on va travailler en mettant les priorités sur des bonnes choses, bien, plus on va être outillé pour faire face à ces situations-là puis agir de la meilleure façon. Merci beaucoup. Merci Lionel, merci beaucoup. Dans son discours à la rencontre des partenaires,
Le ministre André Lamontagne confirmait la nécessité de poursuivre sur l'élan de la politique bioalimentaire, autant en agriculture, en transformation, que dans le secteur du commerce. Je le rappelle, quand je suis arrivé, moi, il y avait un travail exceptionnel qui avait été fait par tous les partenaires au Québec du secteur bioalimentaire pour rédiger puis mettre en place cette politique bioalimentaire qui s'appelait Alimenter notre monde, qui était pour la période 2018-2025. Puis quand je suis arrivé en poste, c'est sûr que j'ai pris connaissance de tout ça, puis je me suis dit, écoute, tout ce beau monde-là, ils ont travaillé fort, là, fait que qui suis-je, moi, pour commencer à juger si c'est bon, pas bon? Fait que c'était mieux de ne pas toucher à ça. Par contre, moi, ce qui m'était cher, c'est comment on opérationnalise cette politique-là. Puis c'est là qu'est venue l'idée, vraiment, d'avoir une démarche pour faire la mise en œuvre, le plan d'action de la politique bioalimentaire. Puis c'est là qu'on a commencé. Toutes les rencontres avec chacune des filières, puis faire les suivis, puis au début, on appelait ça les feuilles de route. Tous les groupes, du point de vue de la production agricole, de la transformation, les territoires, la saine alimentation, tous les partenaires de la politique ensemble avaient ultimement des feuilles de route à mettre en place. Puis après ça, au fil des années, ça a été d'actualiser ces feuilles de route-là, ça a été de faire le suivi de ces feuilles de route-là. Puis l'idée en arrière de tout ça, c'est d'avoir une espèce de véhicule qui nous invite à nous mobiliser, à nous garder mobilisés, à développer une vision, à chercher à mettre en œuvre cette vision-là. Fait que c'est tout ça qu'on accomplit dans un premier temps, en ayant la politique qui se veut une boussole, mais après ça, les plans d'action, les plans de mise en œuvre qui vont avec la politique. Puis, en toute cohérence avec la politique, là, depuis qu'on est en place, il y a vraiment plusieurs initiatives phares qu'on a mis en place puis qui sont directement alignées avec la politique. La stratégie pour accroître l'autonomie alimentaire qu'on a annoncée à l'automne 2020. La stratégie nationale d'achat des aliments québécois qu'on a annoncée à l'automne 2020. La stratégie de croissance des serres qu'on a annoncée à l'automne 2020. Le plan d'agriculture durable puis le plan de soutien à l'investissement. Puis tout ça, ça a généré des actions majeures qui donnent des résultats concrets sur le terrain aujourd'hui, mais aussi qui vont avoir des effets pendant des années à venir pour tout notre secteur et la société québécoise. L'actuelle politique 2018-2025 est entrée dans sa dernière année. C'est dans ce contexte-là que j'ai lancé les travaux à fin janvier qui visent à renouveler, actualiser, si on veut, la politique pour arriver avec la politique bioalimentaire 2025-2035. Puis c'est sûr qu'on ne part pas de zéro, mais en même temps, je veux dire, on est dans des temps qui sont changeants. Puis c'est vraiment le temps de se projeter. Puis c'est l'exercice qu'on a commencé à faire au cours des derniers mois, mais de se projeter vers l'avenir, de regarder par en avant, puis de voir ça ensemble. Une chose qui est certaine, c'est que tout se transforme autour de nous, puis il faut s'assurer que la politique vienne tenir compte de ces nouveaux défis-là qui sont présents, mais aussi qu'il y en a plusieurs qui s'accentuent. Puis c'est plusieurs cibles, parce qu'on s'était donné 7 cibles. C'est une façon de mesurer un peu aussi notre action à travers tout ça. Plusieurs cibles, des résultats sont ouverts. Il faut être lucide aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Puis qu'on pense à tous ces défis-là là, qui sont montés encore à la surface de façon importante au cours des dernières années, là, qu'on pense les aléas climatiques. Puis c'est sûr que la saison très difficile qu'on a eue en 2023 est quasiment une caractérisation de ce qui est maintenant, mais peut-être de défis importants qui nous attendent les années à venir. La question inflationniste, ça faisait des années qu'on vivait dans un système stable, au niveau de notre système d'approvisionnement, l'inflation des prix, tout ça, puis on a eu comme une explosion en quelques temps. Toute la question de la main-d'œuvre. Au cours des dernières années, là, depuis le lancement de la politique, il y a vraiment eu une transformation ou l'arrivée de défis là, qui sont vraiment très, très significatifs. Puis ces défis-là, plus on va être ensemble à convenir de la direction vers laquelle il faut regarder, plus ça va nous aider dans notre mobilisation puis dans notre façon de mettre en œuvre ce qu'on doit faire pour ultimement accomplir ce qu'on va accomplir. Puis c'est certain aussi qu'une clé importante pour relever ces défis-là, ça réside dans toute la question de l'innovation, à tous les niveaux puis toutes ses formes. C'est sûr que quand on pense innovation, on pense souvent technologie, puis il y a une partie importante de l'innovation qui est liée à la technologie, mais aussi, quand on parle d'innovation, ça va d'une façon aussi simple dans nos manières d'échanger, nos façons de mettre en œuvre nos bons coups, mais surtout aussi comment on vient qu'à partager nos réponses à ce qui vient bouleverser nos plans, parce que plusieurs dans la salle ici, au cours des années, vous avez mis en place des plans, vers où vous voulez aller, comment vous voulez le faire, puis il survient toutes sortes d'occasions qui font en sorte qu'un moment donné, le plan, il faut quasiment le mettre aux poubelles et en faire un autre. T'sais. Alors, l'importance comme secteur, qu'on innove dans notre façon d'être ensemble, de contribuer l'un à l'autre, d'accueillir ce qui se passe, de s'enrichir de ce qu'un autre peut vivre ou de sa façon de résoudre ou de faire face à ces défis, encore là, il y a de l'innovation qui est là-dedans. Puis,
Au cours des derniers mois, moi, chaque année, à partir de la fin janvier, je commence les rencontres pour la rencontre des partenaires. Cette année, c'est 13 rencontres que j'ai faites de tous les secteurs, de tous les groupes qui sont associés à la politique. Parallèlement à ça, en juin 2023, j'ai lancé toute une grande réflexion sur le territoire agricole et les activités agricoles. Alors, ça a été le lancement de la consultation nationale sur le territoire, les activités agricoles. Puis, on a d'ailleurs tenu une grande journée avec tous les partenaires ou pour les gens qui sont impliqués dans la question du territoire, des activités agricoles. Puis, on va s'assurer que la prochaine politique va intégrer les pans des résultats de cette grande consultation-là sur le territoire. Au cours des 13 pré-rencontres aussi, c'est certain qu'on en avait parlé déjà l'an passé, mais l'importance d'attirer de la relève. Puis oui, de la relève au niveau de l'agriculture primaire, oui, de la relève au niveau de la transformation, mais de façon plus large aussi, c'est de la relève dans tout notre secteur bioalimentaire, parce que dans un contexte de rareté de main-d'œuvre où il y a moins de talents disponibles, plusieurs secteurs sont en compétition. Fait qu'on a vraiment soulevé l'importance de faire en sorte qu'on puisse attirer puis retenir au sein du secteur bioalimentaire les talents dont on a besoin. Puis, ça passe naturellement par valoriser davantage les professions qui sont liées à notre secteur d'activité. Valoriser, oui, ça va aider à attirer de la relève, mais aussi, ce qui est important, c'est que ça va mettre en lumière la qualité de ce qui se fait ici et maintenant par vous tous. Puis ça, c'est important parce que, tu sais, au-delà des résultats économiques, au-delà de la contribution économique du secteur bioalimentaire, c'est toutes les retombées qu'on a au plan social, qu'on a au plan culturel, qu'on a au niveau de l'habitation du territoire. Alors, une chose qui est sûre, c'est que plus les citoyens du Québec, les hommes, les femmes, plus les consommateurs vont comprendre l'aspect essentiel de votre rapport à tous pour le Québec, plus ils vont pouvoir souhaiter d'être complices, de votre développement, mais aussi de votre réussite. Puis à la base de notre réussite, plus il va y avoir ce lien-là tissé serré entre les Québécois, les Québécoises, les consommateurs, les consommatrices, puis notre secteur, puis nos façons de faire, plus ça va assurer la pérennité puis la prospérité de notre secteur. Dans quel contexte et après quel cheminement s'est-on donné une politique bioalimentaire au Québec? Marie-Ève Gaboury-Bonhomme, professeure au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval. Les choses ont évolué dans le contexte qui entoure cette politique-là. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, je vous apprends rien, on était beaucoup dans la modernisation de l'agriculture et la protection des revenus agricoles pour assurer cette modernisation-là. Le message était clair au secteur, produisez plus pour nourrir les villes et à moindre coût. Et je vous dirais que ce message-là reste encore très présent aujourd'hui. Dans les années 90, avec l'accord agricole de l'OMC, on était beaucoup dans le paradigme du libre marché, de la mondialisation et le commerce agricole était intégré dans ce libre marché-là. Et donc, toute la notion de compétitivité des entreprises avec les entreprises d'ailleurs a pris une place importante qui reste encore présente aujourd'hui. Et c'est l'arrivée de plus en plus grande des attentes sociétales face au secteur. Je ne vous apprends rien, on est passé de s'assurer de préserver la qualité de l'eau en milieu agricole, la santé des sols, réduire les pesticides, le bien-être animal, les changements climatiques, la biodiversité. Et probablement une des innovations de la dernière politique bioalimentaire, c'est que pour la première fois dans la mission, on parlait également de santé humaine, par exemple la saine alimentation. Donc, on reconnectait le secteur agroalimentaire avec la notion de santé humaine, un lien qui s'était un peu perdu depuis l'après-guerre. Dans ce changement de contexte-là, on a aussi changé les façons de faire les politiques bioalimentaires. Au départ, quand on se réunissait, Sommet 92, entre autres, on était beaucoup entre nous, les leaders du secteur de la production, transformation, un peu de distribution. Donc, on était et tous les intervenants qui entourent le secteur étaient présents. Et tranquillement, au fil des années, on a élargi le groupe. Donc, les représentants du milieu de l'environnement, de la santé, les consommateurs, les groupes de citoyens ont pris une place de plus en plus importante dans nos discussions et pour le mieux parce que ça a permis un dialogue puis de trouver des solutions. Aussi, ce qui a changé avec la politique bioalimentaire, des fois on le sait un peu moins quand on est de l'extérieur de la fonction publique, c'est que historiquement, on avait des politiques ministérielles.
c'est-à-dire qui était sous la responsabilité d'un ministère, le MAPAC. Et la politique bioalimentaire, c'est une politique gouvernementale qui a été décidée là, au Conseil des ministres. Donc, même si le MAPAC reste le chef d'orchestre, ça demande l'engagement de plusieurs ministères québécois, puis il y a des liens aussi avec le fédéral. La version actuelle de la politique bioalimentaire compte 7 cibles. 3 sont plus nettement économiques. Maurice Doyon, lui aussi professeur au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation. 3 cibles peut-être à saveur un petit peu plus économique. Donc la première, c'est la cible d'investissement. L'objectif, c'était 15 milliards en production agricole, donc un chiffre en dollars nominal, et en production aquacole, et dans les pêches, et en transformation alimentaire sur la période 2016 à 2025. Déjà en 2023, cette cible-là, elle a été dépassée. On avait également une cible à contenu québécois, c'était d'ajouter 10 milliards de contenus québécois dans les produits bioalimentaires achetés au Québec, toujours sur la même période 2016 à 2025, dépassée également à partir de 2022. Et on avait également une cible d'exportation qui était quand même ambitieuse, d'accroître de 6 milliards de dollars les exportations bioalimentaires internationales. Donc, c'est important de le mentionner, le Québec exporte beaucoup vers d'autres régions canadiennes, mais ici, on est à l'international, toujours sur la même période. La cible n'est pas atteinte, mais elle est en bonne progression. Les 4 autres cibles sont plus sociales et environnementales. Marie-Ève Gaboury-Bonhomme. 4 cibles qui sont plus sociales et environnementales. La cible biologique, qui était de doubler la superficie, a été rapidement atteinte dès 2019. La cible pratique d'affaires responsables, il y a un enjeu méthodologique, une difficulté. Vous comprenez qu'il y a des cibles, des pratiques d'affaires responsables. Là, on vise l'ensemble de la production, de la transformation, fait qu'il y a un nombre important de pratiques. La façon de le calculer, mais c'est en analyse et ce que je comprends, c'est que l'ensemble des partenaires trouvent cette cible-là très importante, tout comme moi d'ailleurs, et que l'objectif là, de la mesurer et d'avoir une cible d'augmentation se maintient. Au niveau de la cible d'éco-certification, là, on est plus dans les produits de la mer, les produits aquatiques. L'augmentation, c'est quand même en bonne progression. Au fond, l'atteinte de la cible dépend là, de l'attente d'une certification dans un secteur particulier. Et finalement, au niveau de la saine alimentation, vous savez probablement comme moi que 70% et autour de 70% des aliments produits par nos productrices, nos producteurs agricoles sont transformés et que les produits transformés, donc, ont une importance particulière aussi sur nos tables quand on mange au niveau des consommateurs, consommatrices. Donc, il y avait une cible d'améliorer la valeur nutritive des aliments transformés au Québec. On parle de sucre, de sodium, de gras, de fibres. Il y a eu tout un travail, premièrement, de mesurer ça, ce qui ne se faisait pas au Québec actuellement. Et là, l'Observatoire qui fait ce travail-là, il est bien en place et suit la progression. Et il y a une bonne progression au niveau de cette cible-là. Les progrès sont remarquables et tous s'entendent pour dire que la politique bioalimentaire a fortement stimulé le secteur. Maintenant, beaucoup de choses changent et il faut accélérer la transition. De nouveau, Marie-Ève Gaboury-Bonhomme. On est en période de transition au secteur agroalimentaire. On passe d'une façon de faire, des façons de produire, des façons de transformer, qui tranquillement évoluent vers une nouvelle combinaison de pratiques, des pratiques qui sont à la fois économiques, sociales et environnementales. Donc, quand les entreprises font cette transition-là, il y a une prise de risque. Les filières, les territoires vivent cette prise de risque-là. Donc, c'est une transition qui est plus ou moins longue, mais qui est inévitable, en fait. Et les entreprises qui sont en avant de la parade dans cette transition-là, il y a plusieurs cas de succès qui montrent qu'une fois qu'on a retrouvé notre équilibre dans une combinaison de pratiques vertes, sociales, économiques, on peut retrouver un nouveau statu quo et la rentabilité. Par contre, au niveau macro, les entreprises ont besoin d'appui, ont besoin en fait d'un milieu qui vient les encourager. Les facteurs qui sont favorables à la transition, vraiment les systèmes, tout le savoir, la recherche, le conseil, l'accompagnement, les systèmes d'innovation qui entourent nos entreprises remontent toujours dans les facteurs numéro 1. Les signaux des grands acheteurs aussi ont un impact important. Quand un grand acheteur de produits met une exigence particulière, ça a un impact direct sur les méthodes de production, de transformation. Il y a des enjeux agronomiques qui peuvent jouer positivement, mais aussi négativement sur les changements de pratiques. Je
penser, par exemple, aux effets de changement climatique sur les ravageurs. Donc, il y a des enjeux nouveaux auxquels il faut faire face. Le discours, la norme sociale, ce que les voisins font, ce que les autres font, ce que les leaders ont comme discours, ça aussi, dans nos recherches, ça sort toujours très important. Puis vous êtes ici beaucoup de leaders du secteur agroalimentaire. Donc, votre discours a un effet important sur les changements de pratique des entrepreneurs. Il y a beaucoup de démarches actuellement dans les secteurs, dans les entreprises, pour mesurer l'analyse de cycle de vie, empreinte carbone, etc. Puis il y a probablement un besoin de concertation puis de regroupement pour faire un portrait plus global puis s'assurer que les filières qui n'ont pas de ce genre de démarche-là en développent. La préférence et la confiance des consommateurs va jouer aussi beaucoup sur cette transition-là, je vous apprends rien. Et les filières et les territoires vont évoluer, mais à des rythmes différents, sur des enjeux différents. Fait que prendre en compte la spécificité de chacun d'entre elles est important. Je mets aussi croissance et diversification des secteurs, parce que quand j'enseigne à mes étudiants, on trace toujours un peu le portrait de l'agriculture au départ, puis on voit que historiquement, le Québec a été un pays ou une région nordique qui était basée beaucoup sur les productions animales. Et on voit que tranquillement, ça change. La proportion des productions végétales prend une place de plus en plus importante dans la valeur de la production agricole. Et on voit qu'il y a des changements de secteur qui se font tranquillement. Donc, ça aussi, c'est à considérer dans la transition. Et finalement, une combinaison de politiques publiques. Il faut développer le bon panier d'outils de gestion de politiques publiques, incluant les politiques de gestion des risques. Il faut qu'ils soient en appui à cette transition-là. Tous les sous-secteurs devront s'adapter, admet lui aussi Maurice Doyon, qui souligne un enjeu particulier. On pourrait parler de dualité du consommateur. Comme individu, on est et un citoyen et un consommateur. Et il y a toujours une tension entre les deux. Normalement, le citoyen, il veut le mieux, des produits qui sont bien pour l'environnement, qui sont bien pour les travailleurs, avec du bien-être animal, etc. Et puis, on a le consommateur qui, lui, veut payer le moins cher. Et puis, je pense que pendant la pandémie, à cause d'une partie des dépenses discrétionnaires qui sont allées sur l'alimentation, on était un seul et même individu. Mais à partir du moment où j'ai de l'inflation alimentaire, à partir du moment où mon hypothèque me coûte plus cher, à partir du moment où j'ai une perception de perte de pouvoir d'achat et que je vois qu'il y a un potentiel ralentissement économique, cette tension, en fait, la distance s'agrandit, la tension devient plus forte. Ici Lionel Levac. Bientôt, dans un autre reportage, je traiterai plus spécifiquement des préparatifs de la version 2025-2035 de la politique bioalimentaire du Québec. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.